Hello ho! Et c'est parti pour un nouveau numéro de Pêle-mêle. Alors cette fois-ci, on va pas faire d'anime parce que la fournée estivale n'est pas encore terminée. On en est plus ou moins à la moitié, un peu plus de la moitié. Du coup, on va plutôt se focus sur les derniers films que j'ai vus et aussi certains mangas, notamment au niveau des scans. J'ai pas eu de tomes français qui ont été publiés dernièrement, donc on va surtout se focus sur les scans. Pour peu qu'on ait un fragment d'histoire intéressant à raconter, hein. S'il n'y a pas assez de scans, généralement, j'entends quand même encore un peu, histoire d'avoir de la substance. Et du coup, on commence la section ciné avec Superman, hein, le dernier film de James Gunn, qui initie une nouvelle ère, une nouvelle phase dans l'adaptation live des comics d'ici. Donc du coup, grosso modo, on a ce cher James Gunn, à qui l'on doit notamment la trilogie très réussie des Gardiens de la Galaxie du côté Marvel, qui va redonner vie à Superman dans un reboot, ma foi, assez coloré, hein, c'est un peu sa patte, et plutôt optimiste, entre guillemets, avec un Superman interprété par un David Corenswet très humain, mais on va y revenir. Du coup, pour établir un peu le pitch, Clark Kent, qui est déjà en poste au Daily Planet, se retrouve à devoir composer avec un Lex Luthor particulièrement revanchard et particulièrement haineux, et on apprend notamment qu'il est intervenu tout seul face à l'avancée assez inquiétante d'un dictateur qui projetait d'envahir un pays limitrophe. Le pitch, enfin le scénario de Superman s'oriente en partie sur ça, sur son initiative, sa volonté d'intervenir en dépit de tout traité internationaux, de vouloir sauver des vies tout simplement. Ce qui lui est reproché, et ce qui est assez marrant, ça lui a également été reproché dans la vraie vie, notamment par des partis politiques, certains partis politiques, certains courants politiques, ce qui est assez curieux, hein, parce qu'on se retrouve avec un Superman qui ne tue personne, qui intervient de manière humaine, en faisant le moins de dégâts possible, qui tout simplement décide de suivre son aiguillon, sa boussole morale. Moi j'ai beaucoup aimé cette dimension politique, qui renvoie évidemment à des histoires très récentes de notre vie à nous. J'ai bien aimé cette volonté de risque, entre guillemets, de la part de James Gunn, là où les comics Marvel ont tendance à reculer sur la question, à être parfois trop plats, à ne pas prendre de risques, ou à prendre les mauvais risques parfois. C'est assez curieux, même si, bon, on sent qu'ils sont en train quand même de se rattraper un tout petit peu avec les derniers films. Du côté de ce Superman, on se retrouve du coup face à un Clark Kent et un super-héros très vulnérable, très humain, très fragile émotionnellement, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment l'interprétation de Superman qui m'a paru le plus efficace, car on arrive à rentrer en résonance avec ce super-héros qui est quand même, pour le coup, très puissant, et pourtant on se retrouve en lui sous certains aspects. J'ai pas lu vraiment les comics, mais apparemment il y a quand même pas mal de clins d'œil assez sympathiques. Le casting secondaire est plutôt réussi. Lois, beaucoup aimé son caractère, sa volonté de vouloir aider non seulement son copain, mais aussi faire en sorte que le monde en ressorte meilleur, avec ses interventions notamment journalistiques, mais aussi humaines, à travers sa relation avec Kent. Le personnage de Lex Luthor est très bon. Nicolas Hoult fait des merveilles, il est très convaincant, avec un focus notamment sur sa haine viscérale de Superman, son racisme latent, hein, clairement. La performance de Nicolas Hoult en fait clairement le meilleur Lex Luthor pour l'heure. Niveau action, ça reste passable, rien de foufou, mais c'est divertissant. Il y a une scène en particulier que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment la scène James Gunn par excellence, avec une musique assez atypique par rapport à l'action qui se déroule, et des espèces de travelling très dynamique et très convaincant, notamment où cette fois-ci on adopte le point de vue d'un protagoniste un peu perdu face à la surpuissance d'un super-héros. Voilà, que ce soit les dialogues, que ce soit le récit, que ce soit les facettes narratives dévoilées, c'est pour ma part une réussite, et encore une fois le Superman le plus humain, le plus vulnérable qu'on ait vu jusqu'à maintenant. C'est un très bon choix à mon sens, et je le recommande à tout le monde. Les 4 fantastiques First Steps, là aussi j'ai bien aimé. J'ai même, on voit que Marvel a pris une bonne direction à partir de, allez, on va dire à partir de Thunderbolts. Il y a plus de travail sur l'écriture, plus de travail sur la réalisation, plus de travail sur les personnages. Ils ont enfin abandonné l'idée de faire une sorte de matraquage de production à gogo, hein, que ce soit au niveau des séries ou des films. Ça n'a pas du tout marché la plupart du temps. Et le pompon, c'est que les rares fois où ils ont fait de bons choix, notamment avec les Éternels, hein, The Eternals, ils ont rétro-pédalé dans la semoule, parce que les critiques parfois injustifiées ou
coup, le succès commercial n'était pas au rendez-vous, ce qui n'est pas du tout à faire, notamment en matière de production. Il faut savoir assumer, surtout quand les qualités sont objectives. Dans le cadre des Éternels, il y avait quand même une réalisation assez incroyable au niveau des décors, au niveau de la scénographie, au niveau de la cinématographie. Il y avait une écriture qui est quand même très belle. Alors effectivement, il y avait peut-être trop de personnages, mais il y avait tellement de beaux points objectifs. Pareil au niveau des actions, c'était très soigné. La mise en scène était vraiment belle, tout simplement belle. Très peu de fond vert. C'était vraiment le type de Marvel que j'aurais aimé voir par la suite. Malheureusement, ça n'a pas été fait parce que Marvel n'a tout simplement pas assumé. Là, avec les 4 Fantastiques, on revient à un petit soin en termes de narration. On se retrouve donc avec les 4 membres fantastiques qui, après avoir été irradiés lors d'une mission spatiale, se retrouvent dotés de pouvoirs extraordinaires et qui vont devoir apprendre à faire face à une nouvelle menace cosmique capable de dévorer des planètes entières, figurez-vous. Ce premier arc est donc centré notamment sur la famille, que ce soit le lien familial entre les 4 protagonistes, mais aussi l'avenir, un avenir incertain, mais qui va mettre à contribution la solidarité et l'amour qui est issu de nos différents personnages. En termes de rythme, c'est plutôt bon. En termes de patte, encore une fois, la patte rétro-futuriste type années 60 et clin d'œil évidemment aux anciens 4 Fantastiques est très judicieuse. J'ai beaucoup aimé. Il y a vraiment une identité qui se forge, qui fait plaisir à voir. En termes d'humour, c'est assez équilibré. C'est pas grossier, c'est pas too much. Simple et plutôt efficace. Au niveau des effets spéciaux, rien à dire. C'est sympathique. Il y a certaines scènes qui marquent les esprits. Et on a enfin envie de s'inscrire dans cette 6e phase qui commence donc avec ces 4 Fantastiques. On a envie de voir la suite. J'espère, j'ai plutôt bon espoir que les prochains films et prochaines séries de Marvel seront enfin axés sur un soin des personnages, un soin de l'univers, un soin de l'écriture, tout simplement le désir du travail bien fait qui effectivement manquait drastiquement, cruellement à la fin 5 et la phase 4 aussi, sur la plupart des œuvres. Du coup, on croise les doigts. The Substance, il était temps que je m'y mette, ça faisait un petit moment que j'avais entendu parler de ce film. C'est un peu le film d'horreur star de l'année dernière, de l'année 2024. Une satire horrifique, notamment centrée sur la peur de vieillir, sur le jeunisme, sur le matraquage des studios hollywoodiens et des entreprises occidentales, mais aussi des entreprises tout court dans le domaine de l'image, dans le domaine de l'entertainment, à faire en sorte que la femme soit éternellement jeune. Et une fois qu'elle a dépassé un certain âge, disons 40-50 ans, c'est généralement terminé, même si heureusement, on sait avoir des progrès sur ce front-là. Et du coup, on se retrouve avec Demi Moore dans le rôle principal. Demi Moore qui interprète Elizabeth Sparker, une star déchue, nouvellement déchue de 50 ans, qui, frustrée de disparaître à l'écran, va s'injecter un sérum très particulier, censé la rendre plus jeune. Donc le postulat de base part à partir de là. Je vais pas trop en dire. Et c'est effectivement horrifique au possible. Visuellement, c'est assez gore. Il y a des scènes où j'ai failli tourner de l'œil, tellement c'était poignant. Au niveau de l'écriture, c'est assez satirique à dessein. Il y a des personnages clichés, mais pas tant que ça, quand on voit le monde dans lequel on vit. C'est tout simplement un propos coup de poing et une efficacité assez rare dans le domaine qui est démontrée à travers ce film, signé Coralie Farja, si je ne dis pas de bêtises. Demi Moore n'a pas volé son Golden Globe et son Oscar, je crois, de la meilleure actrice. Elle livre une prestation très prestigieuse, très poignante, très viscérale. J'ai particulièrement été marqué par son histoire et par cette triste tragédie des femmes de manière générale à vivre sous la coupe d'une dictature de l'image, d'une dictature de la beauté qui les contraint parfois à charcuter leur corps pour tenter de paraître plus jeune. The Substance traite de ces aspects de manière certes parfois grossière, mais très efficace. Sinners, un coup de poing visuel, signé Ryan Coogler, à qui l'on doit notamment Black Panther. Pour vous situer un peu l'histoire, nous sommes en 1932, à l'ère de la ségrégation raciale, notamment au niveau du sud des États-Unis, dans le Mississippi en l'occurrence. 2 frères jumeaux vont jouer leur survie et leur rédemption en ouvrant un job joint, un bar musical, notamment centré sur le blues, qui est le courant musical des Afro-Américains forgé par eux, qui leur a permis de dégager une identité indispensable, vitale à travers l'histoire. Et ma foi, c'est un film d'horreur du coup, c'est un film d'horreur qui va mêler comédie musicale et genre horrifique de manière particulièrement efficace. Ici, la bande originale fait vraiment partie du succès de l'œuvre. Elle est
omniprésente et elle est surtout très réussie, hein. Les différents thèmes, que ça soit du blues mais aussi du folk, hein. On n'a pas que du blues à l'écran, il y a aussi du folk et il y a aussi une sorte de mélange entre différents courants musicaux à travers les âges qui fait sensation, hein, qui a un impact absolument sidérant à l'écran, d'un point de vue expérience mais aussi propos, notamment à travers la lutte des Afro-Américains à s'émanciper du joug raciste et blanc à l'époque. Ça fait sens, c'est touchant, c'est poignant, évidemment ça fait peur, hein, parce qu'on a quand même du fantastique qui s'invite à la danse. Du coup on se retrouve avec ce film hybride qui est assez curieux sur le papier et finalement ça marche très bien. L'ambiance est incroyable, la réalisation est magnifique, hein, la cinématographie, la manière de mettre en scène, c'est très soigné, que ce soit les costumes, les symboliques, les différentes manières de mettre en scène le chant, la danse sont particulièrement soigné. J'ai beaucoup aimé. Je pense que ça va être mon film d'horreur de l'année, clairement. Il est impeccable. Je le recommanderais même à celles et ceux qui n'apprécient pas vraiment le genre horrifique de manière générale. C'est pas que ça fait peur, c'est vraiment, ça joue surtout sur l'ambiance. Il n'y a pas vraiment de jump scares, hein, très peu en tout cas. Et surtout, c'est l'histoire, c'est le propos qui m'amène à recommander cette œuvre. Et je comprends pourquoi j'en ai autant entendu parler il y a quelques mois de ça. Tout est mérité. Au niveau série, la saison 3 de The White Lotus, nous nous retrouvons cette fois-ci à l'hôtel touristique 5 étoiles de Koh Samui, où vacanciers et personnels de luxe vont se croiser dans un décor paradisiaque. Et comme toutes les saisons de White Lotus, ce qui est très marquant dans cette série, c'est tous ces non-dits, toute cette hypocrisie, ce schisme, ce fossé entre classe pauvre, classe moyenne, classe locale dans lequel l'hôtel prend place et bien sûr l'élite clientéliste, l'élite ultra riche qui compose la plupart des clients. HBO oblige, les dialogues sont très soignés. Il y a pas mal d'insistance qui est fait sur parfois les regards, parfois les non-dits, parfois ces actes qui ne pourraient pas vouloir dire grand-chose mais en fait en disent beaucoup. Et c'est très humain ma foi, même si effectivement très décalé, hein, vu que la plupart d'entre nous ne sont pas du tout ultra riche, mais c'est assez cocasse de voir tout ce beau monde partagé entre parfois crise existentielle, crise identitaire, volonté de lutter contre une certaine angoisse du passé qui persiste et qui ne partira pas quoi qu'on fasse. C'est un peu tragico-comique, c'est pour ça aussi qu'on aime beaucoup cette série, très cynique hein, également, peut-être trop cynique pour certaines personnes. On se retrouve parfois dans une certaine noirceur humaine qui fait peine à voir, hein, mais qui est très singulière du genre humain. Et voilà, c'est ça qu'on aime, ces tensions entre amis de longue date, ces secrets que l'argent ne parvient pas tellement à couver, et cette volonté du peuple de vouloir s'extirper de la pauvreté, quoi qu'il advienne, même s'il s'agit de faire un trait sur certaines valeurs humaines, qu'importe, si cela permet d'être enfin riche, de faire enfin partie de la petite élite. Alors évidemment, ça fait pas particulièrement rêver, mais c'est le propos. Même du côté de nos chers ultra riches, on voit bien qu'il y a toutes sortes d'inquiétudes, toutes sortes de traumatismes, toutes sortes de hantises, de stress qui font que, ma foi, même eux hein, ne sont pas si heureux que ça. En termes de casting, toujours aussi efficace, hein. Il y a certains personnages qui se démarquent nettement du lot. C'est très drôle, à la fois pathétique et burlesque. Je recommande, tout comme les 2 premières saisons. The Leftovers, on en avait beaucoup parlé. C'est un concept très original où on se retrouve dans un univers où 2% de l'humanité disparaît soudainement sans aucune raison. Le premier chapitre, le premier épisode prend place 3 ans après cette tragédie, après ce cataclysme. On se retrouve donc avec des survivants qui tentent de redéfinir leur existence, leur vie, après avoir perdu des proches. C'est très axé sur la nécessité de croire en quelque chose, qu'il s'agisse d'une idéologie, d'un vide hein, parfois existentiel. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'on comprend dans cette œuvre qu'il ne s'agit pas forcément d'expliquer l'inexplicable, mais plutôt de démontrer la nécessité humaine de croire en quelque chose, quand bien même il s'agit d'un mensonge, hein, quand bien même il s'agit d'un concept qui n'existe pas ou qui ne sera jamais démontré par A plus B, mais le fait de continuer à vivre en croyant en quelque chose, en ayant foi en quelque chose, et qu'importe si cette chose-là se révèle inexistante. C'est très beau, c'est très bien
bien écrit, les personnages sont touchants. Ça m'a fait penser à Lost dans la mesure où on se retrouve souvent perdu dans les quêtes de tel ou tel personnage. On vire parfois dans le métaphysique, dans l'onirisme, dans le surnaturel. Et c'est plutôt bien amené dans la mesure où, encore une fois, il n'y a pas vraiment d'explication rationnelle. Dès le départ, on nous balance une crise qui ne sera jamais expliquée. Et c'est ça qui fait la force de cette série. La nécessité pour nous de s'affranchir de la souffrance, de s'affranchir du deuil à travers la foi en quelque chose, à travers la croyance en quelque chose, quelle qu'elle soit, pour peu qu'elle nous permette d'avancer dans la bonne direction, de tendre la main à nos prochains, ou du moins à celles et ceux qui nous sont proches. Je recommande vivement. Côté manga, alors One Piece, au niveau des scans, on est toujours sur le flashback de Loki, mais là ce qui est assez incroyable, c'est qu'on a basculé sur un flashback des origines de l'équipage des Rocks, donc notamment à travers leur chef Xebec D-Rox, et c'est tout simplement prodigieux, notamment parce qu'on apprend énormément sur Xebec D-Rox et son équipage, notamment le fait qu'il n'avait de cesse de se mettre des bâtons dans les roues, hein, pas du tout solidaire, hein, au contraire, et malgré ça, ils avaient tellement une puissance incroyable en tant qu'individus qu'ils ont marqué l'histoire et qu'ils ont filé une sacrée frousse au gouvernement mondial. Il n'y a pas échappé. On apprend également sur Shakuyaku, hein, la propriétaire du bar dans l'archipel des Sabaody, que l'on voit peu avant l'ellipse de One Piece, hein, la première ellipse. Je n'aurais pas imaginé qu'elle avait un rôle aussi central dans l'histoire de One Piece, mais c'est bel et bien le cas. Qui aurait imaginé, hein, qui avait vraiment théorisé sur le fait qu'il s'agissait du butin de l'île Ruche des Rocks, le fameux butin légendaire de Hashinosu. Shakuyaku, c'est tout simplement la reine de One Piece, clairement, qui a fait tomber d'amour absolument tous les hommes de One Piece, mais aussi certaines femmes, à n'en pas douter. Il me tarde de voir la suite, parce que là, clairement, on comprend à quel point il s'agit de Roger, de Xebec ou des autres gros couteaux de One Piece en matière de piraterie notamment. Eh bien, Shakuyaku les avait à ses genoux, hein, littéralement. Et je me demande vraiment ce qui va se passer par la suite, notamment entre Roger, Xebec et Garp. Pourquoi, comment Xebec va mourir? Est-ce que Roger et Garp y sont vraiment parvenus tous les deux? Ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce qu'on nous cache un secret obscur de l'histoire? Je n'en ai aucune idée. Ce qui est sûr, c'est que ça faisait longtemps qu'on voulait en savoir plus sur Xebec. Là, on est servi. C'est un régal absolu. On apprend également beaucoup plus sur Harald, le géant et chef de Elbaf. Ne fait pas l'impasse sur ses valeurs, très admirable, ce qui, à mon avis, va causer bien sûr sa débâcle et sa mort par la suite. C'est tout simplement l'un des meilleurs flashbacks de One Piece. Il me tarde de voir la suite, mais pour l'instant, c'est vraiment un banger absolu. Oda accomplit un travail magistral. Je me demande vraiment comment Loki va s'intégrer à ces aspects-là, mais je suis quasiment persuadé que le fameux fruit dont fait mention Xebec sera ingéré par Loki et lui permettra, outre sa force d'ores et déjà fulgurante, de faire partie des gros couteaux de l'équipage des Mugiwara par la suite. Hâte de voir ce que Oda nous a cuisiné. One Punch Man, au niveau des scans, on a un gros focus sur Sweet Mask qui voudrait que Saitama incarne le symbole et l'espoir des super-héros parce que conscient de sa propre laideur, donc on apprend plus sur le passé de Boat, hein, parce que c'était son nom initial, on apprend qu'il était laid, en tout cas selon les conventions, selon les canons sociétaux. C'était une laideur dont il était pas fier, hein, qu'il a caché à la moindre occasion, surtout quand il a commencé à devenir un super-héros. Une laideur qu'il haïssait, laideur dont il avait honte constamment, et c'est ce qui a causé du coup sa monstrification et paradoxalement lui a donné un nouveau visage tout simplement magnifique, ce qui l'a propulsé en tête de la popularité des héros, à la place de numéro 1 des héros de classe A. Ce qui est assez singulier ici, c'est qu'on apprend que, en réalité, la monstrification n'est que le pendant négatif de ce qu'on pourrait appeler la héroïfication. Et dans le monde de One Punch Man, à partir du moment où vous avez une volonté forte d'être quelqu'un, vous allez passer par une mutation positive ou négative en fonction de vos sentiments. Si c'est des sentiments négatifs comme le mépris, la haine, la colère, la honte, la tristesse, le dégoût, la monstrification sera
effectivement l'élément clé de la métamorphose. Et au contraire, si les sentiments sont plutôt positifs, qu'il s'agisse de la volonté de bien faire, du courage, de l'empathie, de l'envie de sauver le plus grand monde possible, il y aura un phénomène inverse à celui de la monstification, mais tout aussi important, l'héroïfication, et qui permet de découpler la force, l'esprit de tout un chacun. Donc c'est très intéressant de voir One et Murata nous expliquer davantage les mécaniques de ces métamorphoses, la manière qu'elles ont de façonner les différentes échelles de pouvoir dans le lore de One Punch Man. Pour revenir à Sweet Mask, eh bien c'est un focus très soigné auquel nous avons droit. On voit un Sweet Mask qui ne parvient pas à comprendre ce qu'est être humain. Pour lui, il reste attaché à cet aspect superficiel du monstre, comme quoi à partir du moment où vous êtes laid, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, il y a une nécessité d'être détruit pour laisser place uniquement à une beauté superficielle. Et Saitama tente de lui faire comprendre que clairement il est en train de se prendre la tête pour rien. Au fond, on reste tous humains, c'est ce qu'il lui dit, c'est ce que lui avait dit Zombie-Man lors du précédent arc de l'association des monstres, mais il ne parvient toujours pas à le comprendre et j'ai hâte de voir la suite parce que il va falloir que notre héros step up et évolue dans le bon sens. On apprend également davantage sur l'histoire de One Punch Man, notamment le supercontinent, avant qu'il soit supercontinent. Donc à l'époque, il y avait énormément de guerres, et notamment une ultime guerre mondiale qui a tout simplement fracturé l'espèce humaine quasiment jusqu'au gouffre, jusqu'au précipice. Et voilà, des cataclysmes nucléaires qui ont brisé l'écosystème et qui ont contraint l'être humain à s'unifier sous une même bannière, une seule société, un seul drapeau, une seule langue universelle, sous crainte d'être éradiqué, tout simplement. C'est à partir de là, à partir de ces multiples cataclysmes, que la monstrification, que les monstres ont commencé à faire leur apparition, mais aussi, bien sûr, les héros, les super-héros. J'aime beaucoup cette construction de l'univers de One Punch Man, où, au-delà de la satire du genre de super-héros, on se retrouve à aller au plus profond des psychés des personnages, mais aussi du world building qui prend place dans One Punch Man. C'est pour ça que c'est mon manga préféré, parce qu'en dehors du dessin sublime de Yusuke Murata, eh bien l'écriture est tout simplement impeccable. Il y a énormément de thématiques qui sont esquissées, qui sont approfondies. L'équilibre est très souvent au rendez-vous. Il me tarde de voir la suite de cet arc Sweet Mask. Enfin, Hajime no Ippo, au niveau des scans, eh bien, Sendo Takeshi est en très mauvaise posture. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi acculé aussi vite, au final. Pourtant, il n'a pas démérité. Il a bien abordé son match en faisant preuve d'instinct, mais aussi d'intelligence tactique, notamment en défendant bien plus que de mesure, en anticipant le plus possible les coups de Ricardo, en absorbant l'impact des coups, par exemple en basculant sa tête au moment de l'impact. Mais malgré tout, il pourrait lui manquer quelque chose, comme le souligne Takamura. Il pourrait lui manquer cet aspect monstrueux qu'on pensait pourtant qu'il avait. Caractère de monstre, prêt à tout pour l'emporter, qui fait que l'on parvient à monter au sommet, à devenir champion du monde. Ce qui pourrait, en l'occurrence, freiner Sendo, ce serait paradoxalement sa volonté de prouver à sa grand-mère qu'il peut devenir champion du monde. Et du coup, cette facette humaine qui le retiendrait, qui limiterait son plein potentiel, qui l'empêcherait de traverser la fameuse ligne qui avait été délimité, tracé par Takamura à l'époque, lorsque Hippo ne parvenait plus à évoluer. Il faut, a priori, devenir un monstre si l'on veut devenir champion du monde. Il faut être prêt à tout pour l'emporter et il faut, dans une certaine mesure, bien sûr, se dénuer de ses liens humains, de ses attaches, pour être prêt à tuer son adversaire. Littéralement, c'est ça être un monstre dans le ring. C'est ça qui fait que Takamura l'emporte à chaque fois. Bien sûr, les liens humains sont importants, même pour Takamura, on l'a déjà vu dans un certain combat. Mais l'essentiel est surtout de se centrer sur cette monstruosité enfouie en nous, cette volonté de l'emporter à tout prix, parce que en dehors de ça, eh bien, il semblerait que ce soit pas possible de s'ériger au sommet, surtout face à un champion parmi les champions, en l'occurrence Ricardo Martinez. Il va falloir que Sendo le réalise. Il va falloir que Sendo est un acte de conscience très vite, parce qu'autrement, malheureusement, ça va être fini pour lui bien plus vite que ce que j'aurais pensé. Est-ce que je continue de croire en sa victoire? Bien sûr, je suis un fan de Takeshi Sendo depuis le tout début, et je crois en sa victoire
contre Ricardo Martinez, même si narrativement parlant, elle ne fait pas sens. Bien sûr, j'en ai conscience. Les 2 seules fois où Sendo a perdu, c'est face à Hippo. Et un 3e match pourrait être redondant, mais d'un autre côté, Georges Morikawa nous a prouvé qu'il pouvait déjouer les attentes et faire en sorte d'être au rendez-vous en termes de qualité narrative. Donc nous verrons bien. Sendo, j'ai foi en toi, j'ai foi, le tigre de Naniwa va rugir à nouveau. Ricardo Martinez, tiens-toi prêt. Et c'est terminé pour ce numéro de pêle-mêle. On va revenir assez vite parce que les animes estivaux seront terminés à partir de début septembre. Là, on est mi-août. Du coup, on fera un focus la prochaine fois sur la fournée estivale des animes avec pas mal de bonnes surprises. Par exemple, la saison 2 de Sakamoto Days que j'ai beaucoup aimé, mieux aimé que la saison 1 notamment, mais aussi d'autres bangers, notamment la saison 2 de Dandadan qui est une pépite sur tous les points possible. Nous aborderons également un certain jeu vidéo qui s'avère être mon JRPG préféré, Octopath Traveler 2, aux côtés bien sûr de Octopath Traveler, premier du nom. Je vous fais de gros bisous, ciao ciao.